Mais voilà, bienvenue, welcome, Ideren. Je vais vous raconter une histoire de whisky et pour une fois, ce ne sera pas un whisky belge parce que de temps en temps, je peux parler d'autres choses aussi, même si forcément, si c'est pas belge, c'est un peu moins bon. Déjà, si c'est pas wallon, c'est difficile. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un truc parce que on est un jour particulier. Ce dernier week-end de mai, c'est un jour qui a été institué depuis pas mal d'années maintenant, une petite vingtaine d'années, comme étant le Ardbeg Day. Ardbeg, c'est une distillerie extraordinaire qui se trouve sur une toute petite île qui se trouve à l'entrée de la mer d'Irlande. Enfin, de la mer d'Irlande, oui, c'est le canal d'Irlande, pardon, entre l'Écosse et l'Irlande, en dessous de l'île de Jura. Et Ardbeg se trouve sur une île qui s'appelle Islay. On dit, ça s'écrit Islay, Islay, mais en écossais, ils prononcent ça Islay. J'ai appris ça à mes dépens, puisque, vous le savez peut-être, ma fille vit en Écosse, et donc chaque fois que je prononce mal un mot écossais, ben, je m'en prends plein la tronche, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va se faire ce whisky extraordinaire qui s'appelle Ardbeg, et je reviendrai vous parler d'ici peu d'une cuvée extraordinaire d'Ardbeg, qui est leur nouvelle cuvée. Là, aujourd'hui, je vais goûter avec vous celui-là, qui est le 10 ans d'âge. Alors, la particularité comment dirais-je, des whiskies de l'île d'Islay, c'est qu'ils sont extrêmement, ils sont fort tourbés. C'est sur l'île d'Islay que l'on produit le whisky le plus tourbé du monde, euh, qui, est, euh, qui est réputé pour être le tel en tout cas. Moi je ne suis pas un super fan des whiskies hyper tourbés, je trouve que le whisky hyper tourbé parfois c'est fatigant, on a tendance à sentir des morceaux d'autoroute dans son verre et à se dire qu'on est sur des choses qui sont un peu... c'est fort goudronné. Alors c'était une mode, hein, c'est un peu comme les IPA en bière, beaucoup de gens ont décidé de faire des whiskies hyper concentrés, hyper denses. Moi je trouve que c'est plus équilibré de faire des whiskies moins denses et plus sur le floral. L'histoire d'Ardbeg, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une distillerie mythique, hein, c'est un peu comme Bugatti ou comme Aston Martin ou comme ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie des toutes grandes distilleries dans le monde. Et Ardbeg est une distillerie qui a failli disparaître, qui a été rachetée par un groupe espagnol il y a de très nombreuses années et qu'il ne faisait plus fumer la distillerie, enfin, ne produisait plus qu'une fois par an, juste pour maintenir le, le, le nom, la marque. Et puis malheureusement, ou heureusement, pardon, ce groupe espagnol a vendu cette distillerie à un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle LVMH. Et, euh, il faisait partie d'un package en fait. Ardbeg n'était pas ce que voulait acheter LVMH. À la base, c'était une autre distillerie qu'il voulait acheter, mais c'était deux distilleries qui sont liées. Et ils ont mis la main sur ce mythe, un peu malgré eux ou un peu par hasard. Alors la distillerie d'Ardbeg, elle se trouve vraiment au bord de l'eau, sur le bord de l'île d'Islay. Et on la reconnaît facilement parce qu'il y a un grand mur blanc. Et il y a le nom Ardbeg qui est écrit en noir, en immenses lettres sur le mur. L'endroit est tout à fait dingue. J'ai eu l'occasion de m'y rendre à deux reprises et c'est un truc absolument dingue. Ce que l'on y produit est absolument hors norme. Et puis il y a moyen de faire une balade. Alors il y a des prix différents pour la balade en fonction de ce que l'on va goûter. Parce que le gars qui vous emmène en balade, en fait, euh, vous emmène avec un sac à dos. Alors malheureusement, il y a des sandwichs écossais dedans, donc c'est pas ce qui réussissent le mieux les sandwichs, il faut le savoir. L'écossais est gentil, mais il est meilleur en tartan qu'en sandwich. Et bouffer du tartan, c'est pas terrible. Donc il vous emmène, vous avez une balade, vous montez jusqu'au loch
au lac, qui se dit un loch dans cette langue là-bas, qui alimente la distillerie. Et vous pouvez goûter l'eau directement de ce loch, parce que l'eau est tout à fait buvable et pure. Et puis sur le trajet, vous goûtez des cuvées qui n'existent plus dans le commerce. Et c'est absolument dingue, parce qu'on peut en goûter 4, 5 différentes. C'est monstrueux, parce que ce sont des whiskies qui vieillissent fabuleusement bien. Aujourd'hui, qui n'a pas bu d'alcool pendant 10 jours? Mais enfin, aujourd'hui, je vais vous faire goûter. Je vais goûter donc le 10 ans. Je viens de vous le montrer. Il est là, couché devant moi. Et je l'ai mis dans un verre à whisky, sur lequel il y a un petit chapeau. Pourquoi y a-t-il un petit chapeau sur le verre? Bien simplement pour ne pas que les arômes s'éventent. L'idéal serait d'avoir évidemment un peu d'eau de la source à proximité afin de mieux le goûter. Les magasins de whisky chez nous sont... oui, non, l'eau, il ne faut pas déconner, effectivement, tu as raison. Les magasins de whisky chez nous sont moins réputés qu'en Flandre. En Flandre, il y a pas mal de clubs de whisky qui bossent, mais il y a quand même la cave Saint-Jacques qui se trouve à Tournai, qui a été oscarisée en 2013 comme étant la meilleure cave belge de whisky. Il y en a quelques autres, hein. Il y a à Gerpine, il y a la Barrique qui a un choix assez dingue, il y a Rob à Woluwe qui a un choix assez dingue, etc. Mais donc il y a de belles choses, hein. Il ne faut pas croire que tout se trouve au nord. Et il y a carrément des ambassades Ardbeg en Belgique. Il y en a 4 qui se trouvent en Flandre, mais il y en a certainement une qui doit se trouver en Wallonie. Je ne suis pas au courant de tout. Alors voilà pour la chose. Et ce qui est dingue avec ce 10 ans en fait, c'est que on est dans quelque chose de d'iodé au départ. Clairement, il y a des notes de safran. Ça sent vraiment la teinture d'iode en fait, hein, au début. L'avantage du 10 ans, c'est qu'il n'est pas extrêmement tourbé. Donc la tourbe apporte pas mal d'arômes. Je ne sais pas si vous savez d'où vient cette odeur de tourbe dans le whisky. En fait, la particularité, c'est que d'abord, il faut goûter. La raison pour laquelle les Écossais utilisent de la tourbe et pas du gaz ou du charbon, c'est que lorsque ils se sont mis à faire du whisky, donc l'histoire est assez simple. Ce serait Saint Patrick, qui est un missionnaire irlandais qui est venu évangéliser l'Écosse, qui aurait amené la production de whisky. En tout cas, il aurait amené l'alambic et il aurait fait de l'eau de vie, qui se dit en gaélique un truc genre Ouzbrnak ou un truc comme ça. Et il aurait utilisé cette eau de vie à des fins médicinales. C'est pour ça qu'on parle d'eau de vie, aqua vitae. Et Saint Patrick aurait répandu cette culture en Écosse. L'Écosse est une région extrêmement pauvre, pendant très très longtemps, a été, jusqu'à la découverte du pétrole écossais, a été une région extrêmement pauvre. Et on n'a pas utilisé de charbon, on n'a pas utilisé quoi que ce soit. Lorsque l'on s'est mis à sécher l'orge, on a utilisé en fait de la tourbe, qui a la particularité de brûler lentement, longtemps, sans émettre de chaleur violente, mais qui émet une fumée extrêmement dense. Et cette fumée va donner un arôme très particulier au malt écossais. Donc le malt étant de l'orge qui a germé. Lors de la germination, il y a saccharification. Et donc il faut arrêter la germination en séchant le malt. Et on peut le sécher au gaz, au charbon, avec plein de façons différentes. Mais on s'est rendu compte, en tout cas en Écosse, que ce qui fonctionnait le mieux, c'était bien évidemment d'utiliser de la tourbe. Et donc on a cette signature olfactive typique des whiskies écossais. Il y a d'autres whiskies tourbés dans le monde, hein, que les Écossais, mais les Écossais sont parvenus à en faire un signe de reconnaissance extraordinaire. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'on parle beaucoup de whisky écossais. On fait du whisky dans le monde entier. Le plus gros producteur de whisky du monde, c'est l'Inde, qui est aussi le plus gros consommateur par habitant d'ailleurs. Ils ne mangent pas de vache, mais ils boivent du whisky, chacun son truc. Et on fait du whisky en Belgique, on fait du whisky en France, c'est pas très compliqué de faire du whisky. Bon, le Scotch whisky doit être forcément écossais. Et puis le whisky de ces îles doit forcément venir de ces îles. Il y a même une distillerie relativement récente qui s'est créée sur Islay,
Islay, qui a créé un whisky 100% local, avec de l'orge, avec une variété d'orge qu'on ne trouve que sur Islay, qui n'est cultivé que là-bas, séché sur place, etc., etc. Ça donne des arômes assez particuliers. Pour revenir à Ardbeg, donc, la compagnie est passée dans les mains de ce grand groupe français qui s'appelle LVMH, mais qui a fait ce qu'ils font avec tout et qui le fait très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont amené le whisky à un niveau de produits de luxe extraordinaire. On imagine toujours l'Écosse avec des petites distilleries, des mecs, un peu comme on peut voir dans ce film de Ken Loach qui s'appelle Angel's Share, la part des anges. C'est pas quand je fais mon Jean-Claude Van Damme, que je fais semblant de plus me souvenir du titre en français. On voit des petites distilleries. Il faut savoir que l'immense majorité des distilleries écossaises appartiennent à des très grands groupes, que ce soit Suntory, les japonais, que ce soit les français de Pernod Ricard, que ce soit MH n'a que 2 distilleries à ma connaissance, mais il y a quelques groupes qui sont hyper importants au niveau de la production de whisky en Écosse. Et il y a très très peu de petites distilleries qui ont une aura internationale. Il y a beaucoup de petites distilleries, mais elles sont consommées sur place. Lorsque vous irez à Édimbourg, quand vous irez sur le Royal Mail, je vous conseille d'aller déguster dans cette comment s'appelle cette maison du whisky. C'est pas House of Whisky, je vais retomber dessus. Et on peut goûter des whiskies sur des douelles, donc des morceaux de fût, 5 petits verres venant d'origines différentes, avec des goûts, etc., etc. Les Whisky Trail, voilà. Allez donc là-bas, vous découvrirez le monde du whisky. C'est du whisky écossais, c'est absolument fascinant. Alors pour revenir à Ardbeg, produit de grand luxe, et produit de grand luxe avec une réalité derrière. Parce qu'un produit de grand luxe sans réalité derrière, ça s'appelle juste du marketing. Et le marketing sans réalité, ça s'appelle de la propagande. Ça n'a aucun intérêt. Lorsque vous goûtez à un alcool fort, parce que celui-là tourne quand même à 46 degrés, lorsque vous goûtez un alcool fort, un petit conseil, prenez beaucoup de salive dans la bouche, vous remplissez la bouche de salive, vous mettez une goutte de whisky dedans, la goutte va exploser en bouche, va remplir la bouche, va culotter la bouche comme on fait avec une pipe, et une fois que la bouche est culottée, en fait, on va pouvoir regoûter l'alcool, sans se brûler les papilles. Le bon truc, c'est de réduire l'alcool avec de l'eau de la source, ça c'est l'idéal. Pas glacé, ça c'est évidemment idéal. On ne met pas de glaçons dans son whisky, uniquement en boîte de nuit, mais alors on met du coca avec, et ce n'est pas un whisky exceptionnel qu'on va s'emmerder à couper avec du whisky. On prend du whisky qui rend sourd, aveugle, sourd et stérile. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ceci donc pour ce Ardbeg. Le Ardbeg Day est un festival normalement qui a lieu sur l'île Islay, mais là, confinement oblige, même en Écosse. Ils vont le faire en virtuel. Ça commencera à 20h, heure de chez nous. 19h, heure de chez eux. Vous pouvez le voir sur la page Facebook de Ardbeg. Vous pouvez assister à tous les commentaires des dégustations, etc. C'est en anglais, donc ils parlent avec l'accent écossais, donc on ne comprend pas tout. Mais par contre, si vous en avez à la maison, vous pouvez boire en solidarité avec eux et vous faire plaisir. Dans les prochains jours qui viendront, je vous ferai découvrir la toute nouvelle cuvée d'Ardbeg, parce qu'ils font une cuvée par an exceptionnelle pour les fans d'Ardbeg, et puis on dégustera aussi 2 autres cuvées en même temps, parce que j'ai eu la chance de recevoir quelques bouteilles. Et je vois le commentaire de John qui dit un whisky à 2 balles, oui, c'est un whisky à 2 balles à peu près, mais quand on aime, on ne compte pas un chou. Ça n'a pas d'importance, ce n'est pas le prix qui compte, ce n'est pas la taille qui compte, c'est le plaisir qu'on en a. Il faut le dire. Voilà. Whisky, c'est un monde mystérieux. Hein. C'est les amateurs éclairés de whisky font beaucoup de bruit autour. Ils se réunissent entre eux. Alors ils goûtent des trucs, des shadow distilleries, des trucs qui ont disparu, des bouteilles rares, exceptionnelles, etc. Il faut savoir que le whisky ne vieillit pas super bien en bouteille. C'est pas fait pour. Ça vieillit mieux en fût qu'en bouteille. Et c'est là qu'on parle de cette fameuse part des anges. D'ailleurs, je vous parlais de ce film de Ken Loach. Essayez de le regarder, c'est pas mal. Simplement, j'ai appris qu'ils sont censés venir d'Édimbourg, mais ils ont l'accent de Glasgow. Mais j'avoue que je ne fais pas vraiment la nuance entre les deux. Et cette part des anges, en fait, c'est l'évaporation. On la retrouve
partout où on fait vieillir de l'alcool en fût, que ce soit à Cognac, que ce soit dans les Antilles, même chez les Messins. Et mais ok, mais je suis déjà dehors, je peux plus sortir. Et donc, c'est parce que j'ai vu que René était là, et quand René est là, je peux faire des jeux de mots foireux. Donc je disais, euh, la part des anges, c'est ce qui s'évapore au fil du temps. C'est ce qui va faire ce champignon noir que l'on va voir sur les murs des endroits où on fait vieillir le whisky. C'est aussi ce qui va faire la concentration quelque part des arômes. Et c'est pas ce qui fait la diminution du degré d'alcool. Enfin oui, en théorie, c'est vrai. Donc l'alcool sort de l'alambic vers 65-70 degrés. Pour qu'il arrive à 45 degrés, il faut du temps. Il perd à peu près en Écosse un peu moins d'1 degré par an. Donc vous imaginez le prix qu'il faudrait mettre pour avoir des whiskies réduits naturellement. Ça existe, mais c'est pas courant. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on ajoute de l'eau dedans pour le couper et pour faire tomber le degré d'alcool. Et puis seulement on peut le commercialiser. On le commercialise beaucoup plus rapidement. Mais on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'eau. On peut mettre moins d'eau. Et on peut faire même ce qu'on appelle des casques strength. Ça veut dire qu'ils viennent directement du fût sans être réduits. Et là, vous avez des whiskies qui peuvent péter à 56, 58. C'est chaud. C'est-à-dire qu'il ne faut pas éternuer à côté d'une source de chaleur ou d'une flamme parce que normalement, vous pouvez flamber tout le monde. Ça marche bien. C'est efficace. La crêpe flambée à l'éternuement, le Covid ne résiste pas, par exemple. Hein, ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Voilà. Je crois que je vous ai dit à peu près le peu de choses que je connais à propos du whisky. J'espère que vous aurez l'occasion de goûter ce whisky donc de chez Ardbeg. Alors Terra me demande la différence entre whisky et whisky. Ben, le whisky vient d'Irlande et le whisky vient d'Écosse, enfin d'Écosse ou d'ailleurs. Le whisky irlandais est souvent un peu plus carré, un peu plus raide que le whisky. Le whisky écossais, pardon, est souvent un peu plus raide que le whisky irlandais, qui a tendance à être beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Quand on a des whiskies comme du Paddy ou des trucs comme ça, ou Jameson, ce sont des whiskies qui sont très forts sur le fruit et très, très ronds, très charnus, alors que les whiskies écossais sont quand même vachement plus denses que ça. Voilà, j'espère que vous savez. Si vous avez des questions, je ne vois pas en fait parce que je ne vous vois pas parce que je suis à contre-jour. Il y a un soleil de gueux, vous le remarquez. Et donc je vois rentrer quelques messages de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient là. Samuel, je suis d'accord que les single malt, alors single malt, pure malt, ça veut dire exactement la même chose. C'était un moment, quand le marché s'est effondré, les producteurs du whisky ont eu l'intelligence de se réinventer. Et ils ont inventé une terminologie. Il a fallu un certain temps pour tout remettre ensemble. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si c'est le mot honnête, mais je pense que le truc le plus difficile à faire, c'est un blend. C'est beaucoup plus compliqué de faire un blend qu'un single malt. C'est exactement comme en champagne. C'est beaucoup plus difficile de produire un assemblage qu'une cuvée monocépage, monoterroir, monoannée. Plus on est dans le mono, donc monocépage, monoterroir, monoannée, plus on s'éloigne de l'idée originelle du champagne qui est un assemblage. Et dans le whisky, c'est la même chose. Quand on fait un single cask sur un single malt, à la limite sur une seule année, c'est possible, hein, ça existe. Eh bien, ça existe d'office puisque c'est un single cast, eh bien on est loin de ce qu'est un assemblage. Et la difficulté de l'assemblage, c'est d'être tout le temps sur le même goût, avec des paramètres différents. Et donc le blender, master blender, c'est un mec qui a un boulot de gueux. Mais on est parvenu à faire monter en puissance cette notion de single cask et en faire des choses recherchées, single malt, des choses recherchées et tout à fait considérées comme hors normes par beaucoup de gens. Voilà, j'espère. Non, aucun whisky, aucun alcool, à part les liqueurs à base d'herbe, c'est une question qui vient de m'être posée là par Terra, bonifie-t-il en bouteille? Seuls les liqueurs d'herbe, comme la chartreuse, à la limite le truc qu'on fait à Fécamp, la bénédictine ou l'Isara, vieillissent de façon positive en bouteille.
tous les autres ne s'améliorent pas. S'ils sont bien conservés à l'abri de la lumière, etc., ils ne vont pas s'abîmer trop vite, mais le temps n'est pas un allié des alcools de grains ou des alcools de fruits. Une fois qu'ils sont mis en bouteille, ce qui leur permet de bien vieillir, c'est le fût sur place. Il y a des gens qui achètent des fûts, qui mettent de l'alcool chez eux et qui font vieillir. Honnêtement, jouez pas à ça, on n'a pas l'hygrométrie qu'il faut, on n'est pas dans les conditions, et puis il est déjà passé en fût, donc vous allez récolter des arômes de fût supplémentaires, ou alors vous distillez vous-même, mais ça c'est un autre métier, et là il faut aller voir sur place. Je vous en ai déjà parlé, par exemple le Belgian Hall, qui est fait à Fex-le-Haut-Clocher, pardon, et qui est super bien fait, qui peut damer le pion à beaucoup de whisky écossais sans aucune difficulté, mais c'est tout à fait un autre boulot. Voilà, j'espère que j'ai été complet, pas trop casse-burne, j'espère que vous allez passer un bon moment, que vous serez heureux ce soir, et que vous passez un bon week-end de congé, où vous soyez partis. Il y en a qui sont partis en Grèce, d'autres en Turquie, j'en ai vu qui partaient en France, mais ils ont dû faire demi-tour à la frontière. La ville, voilà, les frontières sont ouvertes à ce qui paraît, mais tout le monde n'est pas au courant. Les gendarmes français ne le savent pas. Mais bon, le principe d'un gendarme français, c'est, enfin, voilà, c'est pour ça qu'il a un képi, quoi, pour... Allez, bref, on a dit assez de mal de ces pauvres gens, c'est pas de leur faute. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour d'autres aventures, peut-être un peu plus dynamiques. Soyez prudents. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et surtout, à fond les ballons. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Je vous embrasse. Bonne soirée.